Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez. J'espère également que le son est bon. Moi, je vous vois pas, mais je vous imagine, du moins. J'espère que... ben voilà, là, je commence à vous apercevoir un peu. C'est très bien. Donc, je me présente, je suis Martin Cahouette, je suis professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, évidemment, au Canada, pour faire court, je dirais simplement que la psychoéducation au Québec, c'est la profession qui est occupée par des éducateurs spécialisés, mais qui sont formés à un niveau master universitaire. Donc, je forme des psychoéducateurs finalement qui interviennent dans différents champs. Évidemment, mon champ à moi, c'est le champ du handicap. Et j'ai la chance aussi d'être titulaire d'une chaire de recherche qui est la chaire autodétermination et handicap. Donc, on est déjà dans notre 5e année d'existence. C'est une chaire, en fait, qui s'intéresse à la question de l'autodétermination, mais avec une volonté d'aborder la question de l'autodétermination de façon très pragmatique. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, et je vous partage tout de suite mon écran pour accompagner ce que je dis, ce sera plus dynamique comme ça. Donc, au niveau de la chaire, ce que je vous disais, c'est donc plusieurs partenaires, évidemment, qui viennent appuyer nos travaux au Québec et en France, mais on travaille plus spécifiquement autour de trois grandes thématiques liées à l'autodétermination. D'abord, l'autodétermination à l'école, qu'on résume par cette petite phrase, apprendre à s'autodéterminer tout au cours de la vie. Et c'est un aspect extrêmement important de l'autodétermination, c'est ce rappel, je dirais, que l'autodétermination est quelque chose qui s'apprend tout au cours de la vie et qui s'exerce à travers différentes capacités, compétences qu'on va mettre en œuvre. Évidemment, la question des choix, savoir choisir, est souvent celle qui est mise de l'avant, mais il y a d'autres compétences également qui vont soutenir l'exercice de comportement autodéterminé. Savoir prendre des initiatives, être en mesure de défendre ses droits, savoir refuser, par exemple, c'est quelques exemples de comportements qui nous permettent de nous autodéterminer. Et ça veut dire notamment pour les enfants et les adolescents, de penser des contextes scolaires, en fait, des contextes pédagogiques qui vont être favorables à l'exercice de l'autodétermination. Donc, concrètement, au niveau de la chaire, on porte différents projets, notamment de communautés de pratique avec des enseignants qui développent, en fait, et puis qui raffinent, je dirais, leurs pratiques pédagogiques pour être davantage en phase avec ce qu'est l'autodétermination. Évidemment, à l'âge adulte, un rôle important, c'est le fait de participer socialement, c'est le fait d'avoir un rôle actif à travers, par exemple, une activité de travail. Et le deuxième thème sur lequel on travaille au niveau de la chaire, c'est ce qu'on appelle au Québec les activités socio-professionnelles et les activités de travail. Donc, finalement, comment une personne en situation de handicap peut arriver à s'inclure en emploi. Et ça passe notamment par l'exercice de son autodétermination, pas simplement dans le choix de son orientation professionnelle, mais aussi à travers la différente réalité du marché du travail. Donc, comment l'environnement de travail, l'environnement des entreprises peut notamment être plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et ici, l'idée étant cette petite phrase qui nous rassemble autour de ça, c'est l'idée de passer d'activités qui occupent à des activités qui ont du sens. Comment permettre à chaque personne en situation de handicap d'exercer un rôle, notamment professionnel, qui va lui permettre, en fait, de développer un sens, d'avoir une activité qui est significative, qui est gratifiante et qui lui permet de se réaliser. Évidemment, des activités de travail, mais pas seulement. Ça peut être des activités de bénévolat, de loisirs, mais du moins d'occuper des activités qui vont me permettre de développer mon plein potentiel. Et le dernier élément qui est tout aussi important, c'est toute la question de l'habitation. Donc, comment penser des habitats inclusifs, des environnements résidentiels qui vont permettre à chaque personne de développer, d'avoir accès à un véritable chez-soi. Et la notion de chez-soi est extrêmement importante parce que quand on est dans une dynamique d'autodétermination, un chez-soi, c'est un lieu où on peut exercer du pouvoir, exercer du contrôle, où on prend des décisions aussi simples que qu'est-ce que je vais manger ce soir au repas ou encore qui je reçois chez moi ou comment je décore ce lieu-là. Maintenant, vivre chez soi, ça ne veut pas dire vivre sans soutien. Donc, c'est comment offrir un soutien, un accompagnement dans un environnement qui permet à une personne d'accéder à un véritable chez soi. Donc, trois thématiques importantes, je dirais, qui ont tous en commun cette idée-là de mobiliser des connaissances et de favoriser l'innovation sociale. Donc, les travaux de la Chaire sont orientés vraiment dans cette dynamique-là de transformer
transformer les pratiques professionnelles, transformer les pratiques sociales pour permettre à l'autodétermination de s'actualiser à travers des projets et des actions très concrètes. Aujourd'hui, le mandat qu'on m'a donné, c'est de venir positionner un peu ce qu'est l'autodétermination, vous amener quelques éléments conceptuels, théoriques, mais n'ayez pas peur, je vais rester le plus pragmatique possible malgré tout. Et les collègues qui vont me suivre vont d'autant plus là, rebondir là-dessus à travers différents exemples pratiques. Donc, je me permets deux éléments clés quand il est question d'autodétermination. Si c'était seulement ça que vous reteniez de ma présentation, je serais déjà très satisfait. C'est toujours l'idée de se dire que l'autodétermination, ça passe par une personne qui développe sa capacité à s'autodéterminer tout au cours de sa vie dans des environnements qui favorisent l'autodétermination. Donc, peu importe les interventions qu'on pense sur le plan de l'autodétermination, il faut toujours les penser en fonction d'une personne au sein d'un environnement. Et ici, la perspective plus développementale, en fait, là, qui met de l'avant la personne, c'est de se dire qu'à toutes les étapes de la vie, il y a possibilité d'agir pour l'autodétermination, d'intervenir, de soutenir l'autodétermination d'une personne avec des enjeux qui, évidemment, vont être différents à toutes les étapes de la vie. Au moment de la petite enfance, puis de l'enfance, l'enfant qui apprend à se connaître, qui découvre ses intérêts, ses préférences, ses forces, mais aussi ses limites, ben, c'est un enjeu qui est différent que de celui de l'âge adulte, par exemple, ou de la toute fin de la vie, où on va être dans des enjeux autres de maintenir son autonomie, de continuer à conserver du pouvoir sur sa vie, de faire des choix, par exemple, sur le plan résidentiel du lieu où je vais vivre. Mais il y a toujours cette notion-là de se rappeler que pour toute personne, indépendamment de la situation de handicap dans laquelle elle se trouve, il y a toujours cette question-là qui est importante de se dire où en est-elle rendue dans son développement pour qu'on puisse soutenir l'émergence des capacités puis des compétences qui sont conséquentes, en fait, avec la phase développementale où la personne est rendue. Étant moi-même père de trois adolescents, bientôt jeune adulte, je vous dirais que l'autodétermination fait partie de mon quotidien en ce moment où j'ai des adolescents, comme tous les adolescents, qui repoussent un peu les limites, qui veulent prendre leur liberté, qui veulent s'émanciper, qui font des choix professionnels. Donc, encore une fois, il y a des moments clés. L'adolescence et le début de l'âge adulte étant une période particulièrement importante. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on a à apporter comme soutien sur le plan de l'autodétermination, il y a un regard un peu particulier à avoir sur cette étape-là de l'adolescence, début de l'âge adulte, parce que c'est une période où les choix sont nombreux, où les décisions sont importantes, où la connaissance de soi est un élément clé. Et je vous dirais simplement, rappelez-vous vous-même peut-être toutes ces décisions que vous avez prises entre l'âge de 16 et 25 ans. C'est une période cruciale, en fait, où les décisions ont des impacts à long terme. Donc, c'est le cas pour nous tous et c'est pour ça qu'il y a ce regard-là tout particulier à avoir à ce moment-là de la vie. Maintenant, une personne qui se développe, mais également dans des environnements qui favorisent l'autodétermination. Donc, c'est pour ça que notamment pour les professionnels du secteur médico-social, c'est important de se dire que l'autodétermination n'est pas quelque chose qui repose uniquement sur les épaules des professionnels, mais c'est tous les environnements dans lesquels la personne évolue qu'il faut mettre de l'avant. Il faut réfléchir à ces environnements-là en termes d'autodétermination. Ici, vous avez par exemple une personne en situation de handicap, le premier environnement, c'est l'environnement familial. Donc, comment dans cette famille-là, l'autodétermination peut être valorisée. Maintenant, à l'intérieur d'institutions qui sont plus larges, l'école est une institution, il y a d'autres institutions auxquelles réfléchir. Le terme communauté ici est utilisé un peu dans son sens québécois. Ce que je veux dire par communauté, c'est le quartier dans lequel j'évolue, les gens qui vivent à proximité de chez moi, mon environnement proximal, social, culturel. Donc, comment cet environnement-là également peut être favorisé, l'autodétermination, être porteur d'occasions d'autodétermination. Puis évidemment, dans une société qui reconnaît le potentiel d'autodétermination des personnes en situation de handicap et qui, par le fait même, adopte des politiques, des législations, des lois qui vont favoriser cette autodétermination.
Donc, à l'intérieur d'un établissement, notamment du secteur médico-social, ça veut dire que l'autodétermination, ça influence bien sûr les pratiques d'accompagnement des professionnels, mais ça doit aussi influencer les pratiques de management, le fonctionnement interne de l'établissement ou du moins de l'association. Il doit y avoir en fait une prise en compte de l'autodétermination à toutes les strates, je dirais, d'une organisation, d'une association, si on veut agir en cohérence avec ce qu'est l'autodétermination. Encore faut-il soutenir l'autodétermination des professionnels de l'accompagnement si on veut qu'à leur tour, ces professionnels-là puissent soutenir l'autodétermination des personnes accompagnées. Donc, je vous dirais qu'on revient toujours avec ces deux éléments clés-là, l'aspect développemental, l'aspect environnemental. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je trouve important aussi de faire cette petite parenthèse-là sur l'intérêt qu'on porte à l'autodétermination. La première conférence, pour ma part, que j'ai donnée sur l'autodétermination en France, c'était autour de 2010-2012. À ce moment-là, le terme était pas très populaire. En fait, c'était un peu nouveau. Du moins, en fait, on était loin de la popularité puis de la diffusion actuelle. Et je me rappelle, entre autres, m'être fait dire à quelques reprises, ah ben voilà, l'autodétermination, ça va être la saveur du jour, c'est une mode, et dans quelques années, on passera bien à autre chose. Et c'est important juste de se rappeler que sur le plan social, les racines, je vais dire comme ça, de l'autodétermination dans le secteur du handicap remontent quand même aux années 60, aux années 70, notamment par une certaine émergence dans les pays scandinaves, par différents auteurs qui ont mis de l'avant des concepts. Vous en avez quelques-uns à l'écran, mais des concepts qui mettaient de l'avant l'idée suivante, c'est que chaque personne en situation de handicap est unique et doit être considérée dans les décisions qui sont prises pour elle. Et ça, en fait, c'est un élément qui peut apparaître une évidence, mais qui a quand même constitué une rupture à un certain moment d'histoire, notamment dans les années 50, 60, 70, avec une émergence forte des groupes d'auto-représentants. Aux États-Unis, ça a pris une place importante et c'est pour ça que, notamment, la littérature sur la question de l'autodétermination, c'est beaucoup de littérature anglo-saxonne. Moi, je me suis familiarisé avec le concept d'autodétermination par cette littérature-là, parce que ça a pris beaucoup de place dans certains pays anglophones où là, la question de l'auto-représentation puis les revendications des droits des personnes ont pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même une convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, convention qui n'est pas parfaite, ou du moins dont l'application n'est pas parfaite, mais qui constitue quand même un message fort sur la visée qu'on a quand on accompagne des personnes en situation de handicap. Et ici, c'est intéressant aussi de faire le parallèle avec d'autres groupes qui ont vécu des situations de marginalisation à travers l'histoire. Et là, je vous laisse penser au groupe que vous voulez, mais que peu importe en fait de quel groupe il s'agit, il y a toujours une trajectoire d'émancipation avec des personnes directement concernées qui prennent la parole, des ajustements aussi sur le plan législatif pour mieux répondre aux besoins des personnes qui ont été marginalisées. Donc, c'est à l'intérieur de cette évolution sociale-là que le concept d'autodétermination vient s'inscrire. De là, en fait, la réponse, est-ce que c'est une mode? Non, c'est pas une mode, c'est un courant fort, durable, qui va probablement nous amener à développer, puis à pousser toujours plus loin, en fait, notre compréhension des besoins des personnes en situation de handicap. Mais c'est un concept dont les racines se trouvent très loin et qui est encore porteur de développement futur, puis une façon de structurer l'évolution des services dans le secteur médico-social. Maintenant, si on s'arrête à la dimension sociale, on pourrait rapidement être taxé d'être un peu idéologique ou de ne pas être suffisamment pragmatique. Et c'est là, en fait, que c'est aussi tout aussi pertinent, et j'ai mis quelques exemples ici, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, de se dire que sur le plan scientifique, les connaissances s'accumulent pour nous démontrer les bénéfices liés à l'autodétermination. Donc, évidemment, parfois, on va se dire, est-ce que l'autodétermination mène vers plus de bien-être physique et émotionnel? Est-ce que ces deux
deux éléments-là sont liés? Est-ce qu'un cause l'autre? Mais au-delà, en fait, des enjeux un petit peu théoriques, scientifiques là-dessus, ce qu'on perçoit, c'est plus une personne a un niveau élevé d'autodétermination, ben plus élevé va être également son inclusion sociale, le respect de ses droits, son bien-être physique, émotionnel, matériel, sa qualité de vie, etc. Et je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'autres éléments. Donc, sur le plan scientifique, heureusement, il y a des gens qui travaillent en fait sur cette question-là de l'autodétermination, puis qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à des connaissances de plus en plus fines, plus pointues, et qui viennent toujours, ces connaissances-là, appuient l'intérêt de continuer à développer, à continuer d'intervenir sur le plan de l'autodétermination, puis à soutenir en fait l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Donc ici, deux éléments clés. Autant sur le plan social que sur le plan scientifique, on a des éléments qui appuient en fait l'intérêt de travailler dans cette direction-là, qui est l'autodétermination. Puis on poursuit ici, je vous ai mis quelques définitions de l'autodétermination. Là, on pourrait faire un grand débat sur comment définir l'autodétermination. Vous avez là quelques façons de la définir. Là, je vous ai mis quelques exemples. L'important, en fait, quand il est question d'autodétermination, un des éléments, en fait, importants, c'est de ne pas réduire l'autodétermination à des comportements. S'autodéterminer, c'est pas nécessairement faire un choix, parce qu'on peut choisir de ne pas choisir, puis on pourrait choisir sous la contrainte. Et dans ce cas-ci, par exemple, choisir de ne pas choisir serait probablement plus autodéterminé que de choisir sous la contrainte. Donc, l'enjeu, c'est pas simplement est-ce que la personne est capable de choisir, est-ce que la personne est capable d'identifier une préférence, de donner son opinion, de défendre ses droits, mais c'est de comprendre tout ce qui est sous-jacent à ça, puis d'être capable d'accompagner la personne finalement à exprimer véritablement en fonction de qui elle est, de ce qu'elle souhaite, de ses aspirations, puis qu'il y a une certaine cohérence sur ce plan-là. Donc, comme professionnel, notre travail, c'est d'outiller la personne pour qu'elle puisse exprimer son autodétermination et de créer des environnements qui vont être favorables à l'autodétermination. Je prends simplement l'exemple de l'école. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants en milieu scolaire, notamment des enseignants en classe spécialisée auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et quand on travaille, en fait, le contexte de classe, évidemment, chaque enfant a une personnalité propre, une dynamique, une histoire de vie, une histoire familiale. Donc, certains enfants vont naturellement être plus proactifs, prendre des initiatives, s'exprimer davantage. D'autres, de par leur personnalité ou par leur histoire ou les apprentissages qu'ils ont faits, sont peut-être un peu plus passifs. Mais le rôle de l'enseignante devient alors de créer un contexte scolaire qui va permettre à chaque enfant de pouvoir exercer et exprimer son autodétermination, donner à certains moments des choix d'activité, permettre finalement à ce qu'un enfant puisse donner son opinion sur un sujet ou un autre, être capable de prendre des initiatives dans une période de temps libre pour aller vers un jeu plutôt qu'un autre. Et cet aspect-là, en fait, est extrêmement important de ne pas réduire l'autodétermination juste à une série de comportements comme c'était une série à cocher et quand l'enfant ou l'adulte saura faire tout ça, ben voilà, il sera autodéterminé. L'autodétermination, c'est quelque chose qui se qualifie beaucoup plus que quelque chose qui se quantifie. Et ça, je dirais, cette vision-là, elle est extrêmement importante. Je profite de l'occasion juste pour faire aussi ce petit détour-là pour dire que l'autodétermination, et c'est un autre élément lié à sa définition qui est important, pardon, ce n'est pas cette idée-là de laisser une personne faire tout ce qu'elle veut comme elle veut, quand elle le veut, et que subitement on ne mette aucun cadre, aucune limite à la personne. L'autodétermination, elle s'exprime nécessairement à l'intérieur de cadres. Puis moi, j'aime bien utiliser l'image, en fait, du peintre qui est en train de peindre une toile sur un chevalet, par exemple. Et à ce moment-là, ben, le peintre, quand il est en train de peindre sa toile, elle a des limites, il y a un cadre et il y a un moment où la toile, elle peut être très grande ou elle peut être très petite. Le rôle du professionnel, parfois, c'est de déterminer la taille de la toile, mais pas de tenir la main du peintre. Et c'est là, en fait, que l'autodétermination s'exerce, c'est dans la capacité d'une personne à pouvoir exprimer son unicité, à pouvoir exprimer des préférences à l'intérieur, oui, de cadres qui sont prédéterminés, parce que notre société est composée de cadres et ces cadres-là, finalement, assurent la cohésion entre
entre les citoyens. Donc, c'est des cadres qui sont nécessaires. Donc, c'est quelques éléments. Et là, c'est très, très rapide là, par rapport à la définition de l'autodétermination. Vous avez d'autres éléments clés là, qui se retrouvent là, mais c'est les éléments, en fait, du moins, sur lesquels je voulais insister, étant donné le temps qu'on a. L'autodétermination, on peut la concevoir de différentes façons. On peut l'aborder par le biais des droits. Quels sont les droits d'une personne? Le mot autodétermination n'est pas nécessairement présent sur le plan législatif, mais de plus en plus, il y a notamment l'Organisation mondiale de la santé qui a fait référence à la question de l'autodétermination pour parler de l'exercice des droits des personnes en situation de handicap. Donc, c'est une des façons de l'aborder. J'insiste également sur le fait que l'autodétermination, on peut la considérer aussi par la porte d'entrée du besoin d'autodétermination qu'on a tous. Et là, là-dessus, il y a toute une littérature scientifique extrêmement intéressante et pertinente qui nous parle du besoin d'autodétermination, mais je vous dirais de l'autodétermination comme un besoin universel, un besoin psychologique, un besoin qu'on a tous et être en contact avec ce propre besoin d'autodétermination qu'on peut nous-mêmes avoir, c'est déjà une façon d'être plus sensible aux besoins d'autodétermination des personnes qu'on accompagne. Donc, il y a toute une théorie de l'autodétermination qui met de l'avant cette question-là, en fait, du besoin d'autodétermination. Et j'insiste peut-être sur un troisième élément, qui est le fait d'adopter, je dirais, l'autodétermination comme un principe d'intervention, un principe structurant. Et là où ça devient intéressant, ben, c'est de se dire que l'autodétermination, ce n'est pas de midi à 14 heures le mardi à certains moments clés, mais c'est au final quelque chose qui va teinter en fait l'ensemble des interventions, notre façon d'être, le management dans les organisations, les projets d'établissement. Ça devient une façon de porter un regard sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui va dépasser la seule intervention individuelle. Donc, c'est pour ça que ça peut être un principe qui nous permet de considérer l'accompagnement vers l'emploi, qui nous permet de considérer les enjeux résidentiels, la vie amoureuse, affective et sexuelle, qui nous permet finalement de poser un regard sur différents enjeux d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc ici, ben, j'ai déjà un peu insisté là, sur la question de l'autodétermination comme besoin, mais simplement pour se rappeler que lorsqu'on répond pas aux besoins d'autodétermination, en fait, il y a des enjeux. Et ces enjeux-là, en fait, c'est un peu le même enjeu lorsqu'on n'a pas, on ne trouve pas réponse à un besoin essentiel, c'est qu'il peut y avoir émergence de comportements problématiques. Et vous avez ici deux grands exemples, je dirais. Dans certains cas, pour certaines personnes en situation de handicap, le fait de ne pas trouver réponse à son besoin d'autodétermination, ben, peut générer chez la personne des comportements d'apathie, d'attente finalement par rapport à l'extérieur. Donc, la personne apprend à ne pas prendre d'initiative, particulièrement lorsqu'elle est dans un contexte où elle va être prise en charge au-delà de ce qui est nécessaire. Et ça, notamment, on le voit dans les trajectoires résidentielles. Je vous donne quelques exemples là, qui sont spécifiquement québécois. Sur le plan résidentiel, on a eu un modèle extrêmement fort et important au Québec qui était le modèle des familles d'accueil. Donc, je vous dirais jusqu'au début des années 2010, c'était le modèle. Donc, pour les adultes en situation de handicap qui avaient besoin d'un soutien un peu plus étroit, mais il y avait tout un réseau de familles d'accueil qui permettait en fait qui accueillait en fait les personnes en situation de handicap et la personne s'intégrait à l'intérieur de ce milieu familial-là et pouvait bénéficier d'une certaine forme de soutien selon ses besoins, puis avoir une vie là, évidemment là, qui on le souhaitait la plus épanouie possible. Le côté, je dirais, parfois pervers de ce type d'environnement résidentiel, c'est que la personne se retrouvait parfois dans un milieu où ses repas étaient préparés, où finalement, elle n'avait pas nécessairement toujours à participer aux tâches d'entretien ménager du milieu. Elle se retrouvait dans un contexte finalement où beaucoup de choses étaient faites pour elle. Et ce qu'on se rendait compte, c'est lorsque les personnes intégraient des familles d'accueil, c'était très difficile ensuite d'avoir une trajectoire qui les amenait vers un milieu plus autonome. Donc, c'est comme s'ils apprenaient que d'autres pouvaient faire pour eux. Et là, le développement de cette autonomie-là dans un autre type de milieu devenait de plus en plus complexe. Donc, c'est pour ça que quand on cherche à soutenir l'autodétermination d'une personne, ce qu'on cherche d'abord et avant tout, c'est qu'elle soit proactive, qu'elle prenne des initiatives. On va venir renforcer cette prise d'initiative-là.
Si certaines personnes développent des comportements plus apathiques, d'autres personnes, en fait, qui trouvent pas réponse à leurs besoins d'autodétermination, vont développer plutôt des comportements problématiques, pour pas dire des troubles de comportement dans certains cas. Et là, les liens entre troubles de comportement et autodétermination sont pas toujours clairs, mais ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, pour des personnes qui vont avoir des problématiques comportementales, ici on peut penser à automutilation, mais on peut penser aussi à des comportements problématiques, mais plus externalisées, violence, de tout ça, ben parfois c'est une façon inadéquate d'exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Autrement dit, c'est un peu une façon malhabile, inadéquate, socialement inacceptable d'exprimer son autodétermination, ou du moins d'exprimer des inconforts ou d'exprimer, de faire des demandes, mais d'une façon qui n'est pas socialement adéquate. Donc, juste la lecture qu'on fait des troubles de comportement, lorsqu'on y ajoute la lunette de l'autodétermination, bien, parfois ça peut nous amener vers des considérations ou des approches d'intervention qui vont être différentes, certainement moins répressives, plus compréhensives en fait de la dynamique sous-jacente, puis avec une prise en compte que toute personne doit d'une façon ou d'une autre trouver réponse à son besoin d'autodétermination. Ici, un schéma que j'ai pas nécessairement là, la chance de développer dans le détail, mais c'est un des modèles théoriques qui est extrêmement intéressant sur l'autodétermination, qui nous permet de réfléchir la motivation derrière un comportement. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, lorsqu'on soutient l'autodétermination, c'est de développer une motivation qui est de plus en plus intrinsèque. Et là, dans le schéma, c'est tout ce qui se retrouve plus à gauche de ce que vous êtes en train d'observer, là, de ce que vous êtes en train de regarder. Lorsqu'on parle d'agir par intérêt, plaisir, satisfaction, agir en harmonie avec ses valeurs, son identité, agir parce que c'est lié à un but important, valorisant, qui a du sens, pensez simplement pour vous-même à vos passions. Vous êtes peut-être musicien, sportif, un artiste. Quand vous pratiquez une activité de la sorte qui est liée à vos passions, vous agissez en fonction de vos intérêts, par satisfaction. Et ça, c'est des motivations qui sont très, très fortes. De la même façon, quand on agit en harmonie avec ses valeurs, avec son identité, quand j'agis en cohérence avec avec qui je suis, ce que je ressens, ce que je souhaite, ce qui est important pour moi, ou encore quand j'agis parce que c'est lié à un objectif qui est important pour moi, qui a un sens fort, ben, tous ces éléments-là, finalement, viennent renforcer ou s'inscrire dans une dynamique d'autodétermination. À l'opposé, hein, si vous regardez de l'autre côté du schéma, vous avez par exemple cette notion-là d'amotivation qui est l'absence de motivation. Donc, quand j'agis uniquement sous la contrainte, par presse, pour réagir, en fait, pour faire face à des pressions externes, obtenir un gain. C'est des motivations, en fait, qui vont être moins fortes, qui vont être surtout externes, qui sont plutôt une réponse, finalement, à des exigences qui sont extérieures. Donc là, à ce moment-là, on est dans une motivation qui est moins autodéterminée. Notre travail d'accompagnement va être d'amener la personne de plus en plus vers une motivation qui part de qui elle est, puis qui s'inscrit en cohérence avec ses intérêts, ses valeurs, ses préférences. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus parce que je veux quand même aussi vous nommer, je vais passer davantage là, sur l'aspect de l'autodétermination comme droit. Ici, comme principe, je le nommais tout à l'heure, hein, dans tout plein de secteurs de la vie de la personne, on peut aborder l'autodétermination, là, que ce soit au niveau de la vie professionnelle, la santé, la vie sexuelle, etc. Et je veux simplement m'assurer de prendre le temps, en fait, de nommer ces quatre composantes de l'autodétermination. Quatre composantes, en fait, qui proviennent de ce qu'on appelle le modèle fonctionnel de l'autodétermination. Et là, je vais en faire simplement un survol, étant donné le temps dont on dispose. Mais ces quatre composantes-là, j'aurais envie de vous dire, si l'autodétermination était une recette, ce serait probablement les quatre ingrédients essentiels de l'autodétermination. Quatre dimensions, en fait, qui nous permettent, en fonction d'un individu, d'en arriver éventuellement à identifier des objectifs ou du moins à faire une lecture des défis qui se posent sur le plan de l'autodétermination pour une personne. D'abord, toute la question de l'empowerment psychologique. Terme anglophone, difficile à traduire en français, ou du moins, il n'y a pas d'équivalent idéal là, en français. Mais l'empowerment psychologique, c'est déjà cette conviction-là
qu'on peut agir, qu'on a tout ce qu'il faut pour agir, puis qu'on est légitime d'agir dans une situation. Donc ici, c'est vraiment, il y a un volet psychologique extrêmement important là-dessus qui nous permet d'accroître une certaine perception de contrôle qu'on va avoir sur une situation. C'est-à-dire se sentir capable d'agir dans une situation, c'est déjà un premier pas. Concrètement, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ça veut dire que si moi, je décourage la personne d'expérimenter, d'essayer, de tenter de résoudre des problèmes par elle-même, ben à ce moment-là, je vais travailler en sens contraire de son autodétermination. Croire qu'on peut agir, qu'on a tout ce qu'il faut pour agir, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper. Ça veut dire qu'on va apprendre de ses erreurs pour mieux réessayer à nouveau. Et ça, je vous dirais que c'est un aspect extrêmement important de l'accompagnement, soit celui d'être capable de revenir avec des personnes, travailler par une logique de feedback pour justement permettre à cette personne-là de renforcer sa perception de contrôle et de pouvoir sur une situation. Autre composante, l'autonomie comportementale. L'autonomie, en fait, la question de l'autonomie, elle revient souvent quand il est question d'autodétermination. L'enjeu avec l'autonomie, c'est souvent le sens qu'on met derrière le mot autonomie. On confond souvent autonomie et indépendance. Et j'ai une collègue qui le présente de la façon suivante et j'aime bien sa vision des choses. Elle dit l'indépendance, c'est agir seul, l'autonomie, c'est agir pour soi. Agir pour soi, ça veut dire être aux commandes, ça veut dire initier, être capable d'indiquer des préférences, de prendre certaines initiatives en fonction de ce qu'on souhaite, même si on n'est pas nécessairement capable d'exécuter seul. Donc, si moi je me rends vous visiter un jour, j'aurai nécessairement besoin d'une ou d'un pilote d'avion à un certain moment pour aller vous rejoindre. Je ne sais pas moi-même piloter un avion, mais je sais certainement réserver un avion, préparer mes bagages et faire ce qu'il faut pour être capable d'aller vous rejoindre. Donc, c'est cette idée-là de dire que de toute façon, les êtres humains sont interdépendants et l'autonomie dont il est question quand on parle d'autodétermination, c'est cette notion-là de savoir agir pour soi. La plus grande sécurité qu'on peut apporter à un parent lorsque son enfant est rendu à l'âge adulte, c'est la conviction que son enfant va être capable de prendre l'initiative de demander de l'aide quand il en a besoin. Demander de l'aide, c'est une façon d'être autonome parce qu'on est en train d'agir pour soi et d'aller chercher le soutien dont on a besoin. Donc, je m'arrête là-dessus sur la question de l'autonomie. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je trouvais que c'est un aspect qui est souvent important là, à mettre de l'avant quand on parle d'autodétermination. La question de l'autorégulation, en fait, c'est vraiment cette capacité-là à s'ajuster en fonction de ce que l'environnement nous envoie comme message. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit personnage-là, finalement, qui fait la circulation, parce que c'est un peu ce qu'on fait quand on conduit une voiture. On est toujours en mode d'autorégulation. Sur le plan cognitif, on s'ajuste en fonction des stimuli qu'on soit de notre environnement. Donc, développer cette capacité-là à s'ajuster en fonction des informations qui nous arrivent dans l'environnement, ça, c'est un élément important de l'autodétermination. Notre rôle d'accompagnement, à ce moment-là, peut être soutenir une personne dans sa démarche d'autorégulation. Parfois, ça va être d'attirer son attention sur des informations qu'elle doit considérer avant de prendre une initiative, avant de faire un choix. Ça va être d'accompagner, en fait, sa réflexion. Et à ce moment-là, on est en soutien à cet aspect-là qui est l'autorégulation. Lorsqu'on est notamment avec des personnes qui ont des incapacités sur le plan intellectuel, cognitif, bien évidemment, cette composante-là devient d'autant plus importante parce que notre soutien, justement, va être un peu comme ce qu'on fait. Imaginez-vous qu'on marche dans le noir et c'est moi qui tiens la torche pour éclairer le chemin. Le rôle de l'accompagnateur va être d'attirer parfois l'attention sur des éléments à considérer. Et là-dessus, il y a évidemment tout un champ de recherche là, sur la question de l'autorégulation, une littérature scientifique abondante avec parfois aussi des débats sur comment on arrive à soutenir le développement de l'autorégulation. C'est sûr que si vous avez une formation notamment au niveau neuropsychologique, on peut faire le lien avec toutes les fonctions exécutives là, chez une personne, puis comment une personne met en œuvre toutes ces fonctions-là exécutives sur le plan cognitif, sur le plan psychologique.
Dernière composante, celle de l'autoréalisation. Évidemment, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on prend des initiatives? C'est qu'on se construit sur des forces, sur des réussites, sur des réalisations. Donc, ici, l'autoréalisation, ça implique le développement d'une connaissance de soi, mais être capable de porter un regard positif sur soi également, d'être capable de se percevoir dans ses forces. Donc, oui, évidemment, on a tous des limites, des contraintes, des freins dans nos vies, des défis à relever, mais on a surtout des capacités, des forces, un potentiel finalement à mettre en œuvre. Et c'est là en fait que ça devient extrêmement important sur le plan de l'autodétermination, d'accompagner la découverte de ses forces, de ses qualités, de ses compétences chez toute personne pour lui permettre justement d'agir en connaissance, tout en étant consciente, voilà, de ses différentes forces. Maintenant, je me permets juste une petite parenthèse. Je vous ai dit d'entrée de jeu, l'autodétermination, ça concerne tous. Et souvent, un des éléments qui revient, c'est notamment une question, pardon, qui revient, c'est la question des personnes polyhandicapées ou de personnes qui ont des défis, on va dire, un peu plus grands, un peu plus importants. Ces quatre composantes-là dont on vient de parler, évidemment, vont s'ajuster en fonction des caractéristiques de la personne. La personne polyhandicapée qui a des limites importantes sur le plan sensoriel, intellectuel, moteur, va pas exercer son autodétermination de la même façon, mais on va être capable de reconnaître en fait des manifestations d'autodétermination à travers son langage non verbal, à travers différents signes, à travers le quotidien. On va être capable de reconnaître sa personnalité également. Donc, c'est de se dire que évidemment, on va ajuster ça en fonction du stade développemental, en fonction des caractéristiques de la personne, mais c'est aussi possible pour des personnes qui ont de très, très grands besoins ou des défis plus importants. Donc là, je me dépêche étant donné que le temps file. Ici, vous avez un peu le récapitulatif en fait de ces quatre composantes-là avec une strate supplémentaire où on met de l'avant la question des capacités et des occasions d'autodétermination. Donc tout à l'heure, je vous parlais des capacités qu'on va apprendre et qui sont conséquentes au stade développemental où on se trouve, mais de l'autre côté, les occasions que notre environnement et que les expériences de vie nous permettent vont être des moments clés justement pour exercer notre autodétermination. Donc, notre travail, c'est à la fois sur le plan des capacités, sur le plan des occasions, et tout au centre, les perceptions et les croyances deviennent extrêmement importantes. La façon dont on perçoit les personnes en situation de handicap, ce qu'on envoie dans l'espace public au sujet des personnes en situation de handicap est extrêmement important pour qu'elles puissent véritablement bénéficier d'occasions d'autodétermination. Si je résume le handicap à la maladie, à la souffrance, à une situation en fait qui est critique, qui est pénible, ben, reconnaître le potentiel d'autodétermination devient d'autant plus difficile. Si je suis capable d'associer le handicap à des forces, à des qualités, à des compétences, que je suis capable de faire rayonner en fait les capacités des personnes en situation de handicap et que socialement, on développe un regard qui est plus positif, mais je dirais même optimiste par rapport à l'évolution des personnes en situation de handicap, ben, c'est d'autant plus d'occasions d'autodétermination qui vont pouvoir émerger pour elles. Et avoir une vision optimiste du handicap, en fait, c'est pas fleur bleue, là, c'est pas avoir la tête dans les nuages. Concrètement, effectivement, la situation des personnes qui vivent, qui sont en situation de handicap, ben, elle a évolué. Puis si on regarde, évidemment, il y a des défis, il y a toujours des défis, mais si on regarde globalement, par exemple, dans les 100 dernières années, il y a quand même une évolution positive là, quand on regarde au global leur situation. Donc, c'est d'autant plus important de mettre de l'avant aussi les forces, les réussites, sans nier les défis, les difficultés, mais de se dire qu'il est possible d'être heureux, d'avoir une vie pleine et entière, puis d'avoir une vie où on exerce son autodétermination quand on est en situation de handicap. La question du risque est extrêmement importante. Je vous dirais, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé sur la question pendant mes études doctorales. Les occasions d'autodétermination, en fait, sont toujours aussi liées aux différentes perceptions qu'on va avoir du risque. Dans les équipes de travail, c'est souvent un enjeu, le risque qu'on va percevoir, le risque réel, le risque acceptable, le risque partagé. Moi, j'ai travaillé sur ce plan-là, là, une petite méthode de travail justement pour être capable collectivement, quand on est dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, de réfléchir à la question du risque, d'abord en se rappelant que le risque zéro n'existe pas,
Il y a toujours des risques dans toute situation. Puis le risque n'est pas équivalent de danger. Ça, c'est un autre élément aussi. Ce n'est pas parce qu'on prend des risques qu'on se met en danger. Et il n'y a pas d'autodétermination sans prise de risque. Vivre des nouvelles expériences, c'est courir le risque de se tromper. Prendre des initiatives, c'est courir le risque que l'initiative soit mal accueillie. Prendre des initiatives, ça peut être aussi le risque d'être déçu parce qu'on n'atteint pas nos objectifs. Donc, il y a toujours des risques. Maintenant, c'est toujours de dire est-ce que le risque est acceptable et est-ce que ce risque-là est cohérent avec le risque que prendrait n'importe quelle autre personne dans la même situation. C'est-à-dire, est-ce que le risque il est plus grand pour la personne que j'accompagne? Quelle est la probabilité que ce risque-là s'avère, mais surtout quelle est sa gravité si jamais il s'avère? Donc, c'est quelques éléments là, que vous avez sous les yeux en ce moment, mais qui permettent de réfléchir à cette question-là. Et moi, quand j'accompagne des équipes, je nomme toujours l'importance, en fait, d'avoir une réflexion collective autour de cette prise de risque-là, parce qu'on est parfois au croisement d'enjeux légaux, d'enjeux moraux, éthiques, sociaux, et on ne peut pas extraire la question du risque quand on réfléchit à l'autodétermination. Maintenant, j'avais quelques exemples très concrets d'outils sur lesquels on a travaillé plus spécifiquement dans le cas du Québec tout au cours. Donc, j'y vais en rafale pour finir en 2 minutes là, pour laisser le temps pour les questions. Mais vous avez, par exemple, ici, on a travaillé des outils au moment dès l'annonce du diagnostic, dans ce cas-ci, du diagnostic de déficience intellectuelle, pour travailler la relation partenariale avec les familles, pour déjà, au moment de l'annonce du diagnostic, éviter que le diagnostic soit reçu comme une tonne de briques, bien que nécessairement c'est souvent un choc, mais que dès le moment du diagnostic, on annonce aussi aux parents tout le potentiel que leur enfant va avoir, puis comment il va pouvoir, peut-être par un chemin différent, se réaliser, puis avoir aussi des réussites. Donc ça, c'est avec un partenaire québécois qu'on a travaillé là-dessus. Je passe par-dessus ces éléments-là. D'autres projets également au niveau des programmes éducatifs en milieu scolaire. Maintenant, on a un programme éducatif 6-15 ans, puis celui 16-21 ans sort pour les enfants qui ne peuvent pas fonctionner qui ne peuvent pas en fait atteindre les objectifs du programme régulier scolaire. Le programme éducatif qui s'appelle Compétences axées sur la participation sociale, ben, met de l'avant des objectifs qui sont en étroit lien avec ce qui est l'autodétermination. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à exprimer ses préférences, réguler ses émotions, etc., des stratégies de résolution de problèmes. Donc, cette notion-là d'autodétermination est au cœur du programme éducatif et ça fait en sorte que les enseignants, dans des classes, notamment les classes spécialisées avec des enfants qui ont des défis particuliers, vont travailler des objectifs liés à l'autodétermination et à la participation sociale. Ici, je vais passer par-dessus ces éléments-là. Quelques outils, notamment, qu'on a développés en lien avec le milieu scolaire. Pour ce qui est de ces outils-là, je vais tout à l'heure vous donner là, certains liens, mais pour aller voir, c'est des outils, notamment, qu'on a travaillé avec les enseignants dans des contextes de communauté de pratique pour leur permettre, en fait, de s'approprier l'autodétermination, mais de traduire l'autodétermination dans leurs mots. Donc ça, ici, par exemple, c'est des professionnels en milieu scolaire qui œuvrent auprès d'enfants en situation de handicap qui ont développé ces différents outils-là. Et même chose ici au niveau de la transition vers la vie adulte, une collègue, en fait, qui est maintenant professeure universitaire, qui, elle, a travaillé sur la transition et comment l'autodétermination, notamment, peut être au centre de l'accompagnement de la transition vers l'adolescence, de l'adolescence vers la vie adulte. Donc, c'est un autre guide de transition. Là, je vois des gens qui prennent des photos. Euh, J'espère que vous pourrez les retrouver en ligne. Là, si vous avez eu le temps de capter, vous allez pouvoir retrouver tout ça en ligne. Et d'autres projets, en fait, au niveau du travail, au niveau du milieu résidentiel, aussi des projets qui mettent de l'avant toujours la question de l'autodétermination. Donc, et j'ai une collègue qui travaille notamment la transition vers le vieillissement actif, des projets notamment de mentorat entre personnes en situation de handicap et personnes qui ne le sont pas pour en arriver à développer des loisirs inclusifs jusque-là. Puis, évidemment, récemment, on a adopté également au niveau législatif un cadre là, réglementaire au niveau des soins de fin de vie qui permettent notamment aux personnes en situation de handicap d'être davantage considérées à cette étape-là de leur vie puis pouvoir vivre cette étape-là en cohérence avec qui ils sont.
plusieurs autres initiatives aussi qui existent, mais je m'arrête là-dessus pour vous dire que si vous voulez en savoir plus puis aller un petit peu plus loin, il faut aller nous rejoindre soit sur Facebook ou encore sur LinkedIn. On publie quand même régulièrement. Puis si vous allez fouiller à partir du mot cher autodétermination et handicap, vous allez nous trouver sur Facebook ou encore sur LinkedIn. On a également un site Internet. Le défi des sites Internet, c'est toujours de les mettre à jour. Donc, je vous dirais, privilégiez les réseaux sociaux. Vous allez voir un peu tout ce qu'on publie sur la question de l'autodétermination. Donc, voilà, il est presque 9 heures pour moi, mais 15 heures, si je calcule bien, pour vous. Je vais arrêter le partage ici. Donc, j'ai peut-être le temps de une ou deux questions. Donc, j'espère que ce survol rapide a quand même été intéressant et pertinent pour vous. On a 15 petites minutes pour justement vous questionner et c'est là où Juliette Cartier et Robin Bastien vont pouvoir vous poser des questions. C'est un peu la minute de nos deux spécialistes. Alors, je ne sais pas si Robin souhaite commencer. Et ensuite, on enchaîne avec Juliette. Ça vous ennuie pas, madame? Oui. Non, ça marche. Du coup, je ne sais pas. Micro, Bonjour Martin, comment ça va? Bien, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va, merci. Moi, j'ai une question parce que je m'intéresse quand même beaucoup à ce qui se passe au Québec et j'aimerais bien savoir comment c'est implémenté dans les écoles. Est-ce que pour favoriser l'autodétermination des élèves, est-ce que c'est une demande des écoles? Est-ce que c'est inscrit dans un projet au niveau politique ou que sais-je? Ou est-ce que c'est vraiment à la demande? Parce que c'est un concept qui existe quand même depuis les années 90, Ouais. comme on parle à la française aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais savoir comment ça se passait. En fait, par rapport aux écoles, je dirais qu'on est dans un défi extrêmement important en ce moment de pénurie de personnel, ce qui fait qu'il manque d'enseignants, il manque d'éducateurs, il manque de toutes sortes de professionnels dans les écoles. Donc, je vais vous présenter un peu ce qui est prévu en vous disant tout de suite que tout n'est pas rose, tout n'est pas idéal. Je veux surtout pas là, laisser croire que tout est parfait au Québec et tout va bien. En fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'il n'y a pas de logique de type institut médico-éducatif au Québec. Donc, tous les enfants se retrouvent à l'école du quartier d'abord, là. Donc, il y a cet élément-là qui est extrêmement important. Et si je fais un parallèle avec le contexte français, c'est que c'est l'éducation nationale, ici c'est le ministère de l'Éducation, qui va disposer de professionnels, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, ergothérapeutes, etc., au sein des écoles pour venir appuyer les enseignants dans la réalisation de la mission éducative. Donc, j'en arrive là pour dire que l'autodétermination, en fait, elle est présente dans le programme de formation générale des élèves. Le terme autodétermination se retrouve à quelques reprises, en fait, parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est développer un citoyen qui va contribuer finalement à sa communauté, à sa société. Fait que, il y a toujours cette question-là de l'autodétermination qui est en trame de fond. Maintenant, quand on est dans la situation d'élèves qui ont vraiment des défis plus importants, puis pour qui l'inclusion scolaire à un certain moment n'est plus bénéfique. Ce que je veux dire par là, c'est que la première réponse, c'est celle de l'inclusion scolaire. Donc, l'enfant qui est en situation de handicap, notamment sur le plan sensoriel, généralement va poursuivre toute sa scolarité dans un milieu inclusif. Moi, à l'université, en ce moment, j'ai une étudiante, en fait, j'ai une étudiante à l'université qui est presque complètement sourde. Ben, en fait, elle a fait quand même tout un parcours au régulier avec du soutien en particulier. J'ai une autre étudiante en ce moment qui est en fauteuil roulant avec une paralysie cérébrale. C'est la même chose pour elle aussi, est en train de faire un doctorat en ce moment. Donc, elle a eu tout son parcours en milieu inclusif. Quand les élèves, en fait, se retrouvent avec notamment une déficience intellectuelle, c'est que là, il va y avoir des cheminements alternatifs qui vont leur être proposés. Et le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme CAPS, compétences axées sur la participation sociale, c'est un exemple de ces programmes-là qui s'adressent davantage aux élèves qui ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère. Et là, il y a deux éléments clés dans ce programme-là, l'autodétermination et la participation sociale. Donc, toutes les matières scolaires, allons-y de façon très concrète, les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, tout ça, sont encore des éléments qui continuent d'être enseignés, mais toujours dans une logique de contribuer à la participation sociale et à l'autodétermination. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que on va pas nécessairement enseigner les mathématiques, on va pas enseigner les tables de multiplication, mais on va enseigner comment faire un achat dans un commerce. Donc, ce faisant, on enseigne
une stratégie qui me permet de participer socialement, d'être actif et pas seulement de payer, mais d'être capable de faire le choix d'aller acheter dans un commerce. Et là, les mathématiques, par exemple, vont venir s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, c'est un peu cette logique-là. Et il va y avoir une reconnaissance, une diplomation qui est associée aussi à la réussite puis à l'atteinte de ces différentes compétences-là, qui va s'ajuster, en fait, selon le profil puis le parcours des élèves. Donc, pour les élèves qui sont en situation de handicap et ont des grands défis, il y a une possibilité quand même d'être scolarisé jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis généralement, ensuite, on va transiter. Il peut y avoir l'éducation aux adultes ou encore il peut y avoir des activités de travail qui vont être proposées pour la suite. Je vous dirais qu'en ce moment, dans les dernières années, le programme dont je vous ai parlé permet 6-15 ans. Là, on est en train d'implanter le 15-21 ans, mais les travaux débutent. Là, j'y participe pour les programmes d'éducation aux adultes qui vont permettre à certains adultes qui ont notamment une déficience intellectuelle ou des besoins plus importants de pouvoir continuer en fait leur apprentissage à l'âge adulte. Puis le concept d'autodétermination va rester un élément clé de ce parcours-là, c'est-à-dire qu'on vient rattacher les objectifs à comment est-ce que l'atteinte des objectifs permet à une personne d'exercer son autodétermination. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question ou Merci, Martin. ça va. Plaisir. Juliette, peut-être une question pour compléter celle de Oui, Robin? moi j'avais une question. Souvent, voilà, moi je peux entendre de la part aussi des professionnels sur comment on peut accompagner, conseiller sans mettre en place d'influence externe indue. Qu'est-ce que toi, Martin, tu répondrais aussi aux professionnels sur cette différence entre conseil, influence, des fois qui peut poser question quand on veut chercher à tendre vers aider, accompagner à l'autodétermination? Ce que j'aime de ta question, en fait, là, c'est la petite nuance que tu as ajoutée avec le mot indu, une influence externe indue. En fait, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que dès qu'on est là, dès qu'on est présent, dès qu'on est en interaction, on est déjà en train d'influencer l'autre. Ce qu'on est, ce qu'on représente, au-delà de ce qu'on souhaite faire, on a déjà une influence sur l'autre, on a un impact. En ce moment, depuis bientôt 1 heure, j'essaie de vous influencer. Donc, l'influence, en fait, mutuelle, elle existe, elle est là. Évidemment, si moi, je suis éducateur spécialisé puis j'accompagne une personne, juste les postures qu'on a avant même qu'on ait ouvert la bouche, qu'on se soit dit quoi que ce soit, il y a déjà un rapport d'influence. Fait que je dirais que le premier niveau, en fait, c'est d'être capable d'être conscient de cette influence-là qu'on peut avoir sur l'autre, qu'on a nécessairement sur l'autre, juste en prendre conscience comme professionnel. Puis ensuite, ben, l'élément que tu as ajouté, influence indue, c'est de se dire qu'au-delà de l'influence que moi je peux avoir, est-ce que la personne qui est devant moi est en mesure de conserver un espace de liberté par rapport à l'influence que j'ai sur cette personne-là? Et ça, c'est là que ça veut dire s'observer soi-même, puis observer l'autre, puis observer également l'interaction que j'ai avec l'autre. Parce qu'effectivement, il peut s'installer quelque chose où la personne ne va pas réagir en fonction de ce qu'elle souhaite, mais elle va me donner ce que moi j'attends d'elle. Et ça peut être très subtil, ça peut être très, comment je dirais, ça peut être très fin, fait qu'il faut savoir le reconnaître, l'observer. Et oui, moi, je peux donner un conseil à quelqu'un, je peux suggérer quelque chose à quelqu'un, mais c'est d'être conscient du poids de cette recommandation-là, de cette suggestion-là. Et ça, tout va être aussi dans la façon de formuler. Donc, c'est là que une des stratégies que je trouve intéressante puis importante dans le feedback, en fait, que je vais donner à quelqu'un. À chaque fois que je donne de la rétroaction à quelqu'un, est-ce que je lui donne un feedback qui est plus évaluatif? Là, moi, j'utilise le mot rétroaction, là, mais je pense que le mot plus fréquent en France, c'est feedback. Là. Mais si je suis toujours en train de dire à la personne que ce qu'elle fait, c'est bien, pas bien, mal, correct ou pas correct, bien évidemment, je place la personne dans une posture d'attente que je la confirme. Alors que si je suis capable de refléter ce que j'observe, de questionner la personne, de travailler avec elle, d'attirer son attention sur des éléments sans induire en fait les réponses, mais lui laisser le temps nécessaire de cheminer, ben déjà, je suis en train de lui envoyer une image que je reconnais le fait qu'elle prend des décisions pour elle-même, qu'elle fait des choix, mais que moi, je suis intéressé par ses choix, ses décisions, ses intérêts, ses préférences. Puis moi, j'aime bien donner cet exemple-là qui est tout simple, là, mais juste, c'est le petit déjeuner, puis je me rends compte qu'il y a une personne qui prend
toujours le même aliment pour le petit déjeuner, lui reflétait, hey, j'ai remarqué que tu aimes beaucoup, toi, manger ce type d'aliment-là, ou ça semble te plaire beaucoup, ou encore telle activité que tu pratiques, je me rends compte que tu aimes beaucoup ça. Est-ce que tu es un sportif? Toi, tu aimes beaucoup toutes les activités sportives. Est-ce que j'ai raison de penser que tu es un sportif? Ben déjà là, j'agis en reflet, j'aide la personne peut-être à prendre conscience d'intérêt, de préférence, j'aide la personne à cheminer et à prendre des décisions en fonction de qui elle est, sans projeter sur elle ce que moi je m'attends d'elle. Mais ça, je pense que c'est là le travail d'accompagnement puis l'exigence d'être capable de se regarder soi, regarder l'autre, qu'est-ce qui se passe dans notre interaction pour avoir cette sensibilité-là. Moi, j'ai un ami qui est trisomique, avec qui je vais déjeuner souvent, puis là, souvent, il me dit, Martin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et j'adore toujours quand il me pose cette question-là, parce que je me dis, il est sensible à moi, puis là, on a développé une relation un petit peu plus équilibrée, où des fois, il me reflète des choses. Mais je vois qu'il le fait parce que moi aussi, souvent, je l'ai fait avec lui. Et là, on a petit à petit développé une relation d'égal à égal. Mais je sais ça prendrait peu de choses que je pourrais, malgré moi, lui imposer ou le contraindre ou l'amener à aller dans une certaine direction. Parfois, je vais lui dire, puis il s'appelle Félix, parfois je lui dis, Félix, est-ce que tu fais ça pour me faire plaisir, là? Puis là, bon, il va me répondre selon la situation. Mais je pense que c'est ce souci-là, et ça, c'est à nous comme accompagnateurs de porter cette responsabilité-là, ce souci-là dans l'interaction avec lui. J'ai peut-être dévié un petit peu de ta question, Juliette, en tout cas, du Non, non, moins. merci. Peut-être, s'il y a une question qui vient de la salle, peut-être prendre une question, Stéphanie, si ça va, ou... Oui, alors là, on a questionné le chat. On n'a pas forcément là tout de suite des questions sur le chat. Peut-être dans la salle, le temps qu'ils réfléchissent. Est-ce que parmi vous, il y a une dernière petite question pour clôturer ce webinaire dans le cadre de ce séminaire autodétermination? Ils sont tous impressionnés, Martin. Plus personne n'ose parler. Sur le chat? Bon, a priori, ils sont scotchés, donc tout a été dit. Bon, Voilà. mais j'espère vous avoir amené un peu de vent nordique et d'exotisme avec mon accent. Donc, ben, écoutez, bonne poursuite de journée. Et puis, n'hésitez pas là, à aller sur les réseaux sociaux, nous rejoindre au niveau de la chaire. Ça vous permettra peut-être d'en apprendre davantage ou d'aller un petit peu plus loin là, sur certains éléments que je vous ai dit. Donc, ben, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Puis, merci Merci d'être beaucoup, là Monsieur sur cette Carrette. question-là. Merci. Au revoir.